L'histoire du soir. Armand Sylvestre, une demande en mariage. Dans un quartier du beau Paris, mais non dans une des rues les plus passantes, la haute maison s'élevait, silencieuse tout le jour, avec ses persiennes constamment fermées d'où pendait quelquefois une fleur profanée, mystérieuse seulement pour les fillettes innocentes qui lui lançaient en passant un regard curieux, tandis qu'un sourire obscène s'échangeait sur le trottoir aux lèvres des badauds. N'en attendez pas de plus longues descriptions. J'ai résolu d'être inexorablement chaste dans le mélancolique récit d'une aventure singulière et qui me laissa un souvenir ému plein de poésie. J'ai beaucoup hésité à le conter, mais j'espère y parvenir cependant en laissant le décor dans une ombre absolue pour n'en chercher que la psychologie. Et comme cette histoire est absolument vraie, j'espère qu'elle intéressera tous ceux qui, comme autrefois Christ, sont cléments aux plus misérables créatures. Encore une confession et qui n'est pas la moins difficile. Nous étions 3 ou 4 compagnons de jeunesse qui passions là de longues et fréquentes heures avec l'excuse de nos 20 ans et de cette griserie des sens qui fait oublier à cet âge non pas seulement les soucis de la morale, mais même les légitimes susceptibilités du dégoût. J'oserais donc réclamer pour nous l'indulgence des latins pour ce genre de faiblesse, et je rappellerai au sévère, après Plutarque, ce mot du vieux Caton à un adolescent qui, surpris au seuil d'un de ces hôtels de Vénus Mérétrix, rougissait devant lui. Apprends, mon fils, que la honte n'est pas d'y entrer, mais de n'en savoir pas sortir. Je ne veux parler d'ailleurs que d'un seul d'entre nous. Fernando. Je ne vous dirai que son prénom a laissé, bien que mort jeune dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, une figure impérissablement debout. Je le revois encore tout pareil au beau portrait de Raphaël que possède notre Louvre. Front pensif, qu'encadrait une admirable chevelure blonde, avec des yeux bleus et toujours mouillés de rêverie, des traits d'une délicatesse presque féminine, et ce sceau de mortalité prochaine qui semble, si le proverbe antique est vrai, un mélancolique sourire des dieux. Originaire du fond de l'Espagne, il y avait perdu sa mère de la poitrine, et lui ressemblait avec l'insistance cruelle des fatalités. Venu à Paris pour étudier, il s'était passionné pour nos grands écrivains, et je dois dire qu'il n'est pas un de nos poètes qui le fût plus profondément que lui. J'ai précieusement gardé comme des reliques les vers éparses dans les longues lettres qu'il m'écrivait, vers français où se sentaient les hésitations d'un idiome étranger, mais plein cependant d'une saveur extraordinaire, vers d'amour, poignants comme des cris de tendresse. J'ai souvent rêvé de les publier pour dresser un monument timide à sa mémoire. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je crains qu'il faille, pour les bien goûter, l'avoir connu lui-même et approfondi sa sincérité. Pour unique parent à Paris, il avait un frère plus âgé que lui, ingénieur distingué, d'un tempérament beaucoup plus réfléchi, et qu'il l'aimait avec des protections passionnées, sans le comprendre cependant tout à fait, je crois. La tâche de ce mentor était d'ailleurs simple, les médecins lui ayant recommandé avant tout d'éviter toute contrariété réelle, toute émotion douloureuse surtout, à notre fragile ami. Et maintenant, comment cet être d'élite, cette créature faite d'admirable délicatesse et de sublimes besoins d'idéal, comment ce cœur de lévite, comment ce garçon, dont le cerveau était comme un magnifique jardin de lys, s'était-il fait le camarade de nos heures débauchées à nous, âmes de ribauds débordant d'adolescente sensualité? Plus simplement que vous ne le pouvez croire. C'est qu'il possédait, comme tous les vrais poètes, le secret de transformer tout ce qui heurtait ses yeux, portant en lui des paradis qu'il jetait sur ses guéhennes comme des manteaux de pourpre sur la boue des chemins, peuplant des divines images de sa pensée les repères étonnés de l'abjection et de l'infamie. C'est que ce qui était réalité pour nous, réalité affreuse mais inexorablement tentante, était rêve pour lui, rêve étoilé dans lequel il marchait enveloppé de lumière, invulnérable aux flétrissures dont nous nous soulions. C'est que nos parts étaient différentes dans le lot commun. Où nous cherchions la chair,
il cherchait la beauté. Où nous trouvions le plaisir, il rencontrait l'amour. Était-elle autre que ses compagnes, celle qui lui devait donner cette humiliante joie? Vous le verrez plus loin. Comme impudeur, elle était toute pareille. Elle n'était ni plus ni moins souillée. C'était donc un indicible besoin d'aimer et non pas une sélection raisonnée ou même instinctive qui lui avait mis au cœur cette folie. Et puis, c'est que comme tout le reste, il la voyait autrement qu'elle n'était, avec des ailes d'ange blessé, fleurs poussées au fond d'un abîme, âme à relever par le généreux pouvoir des pardons. Le mal ne fut pas plutôt fait qu'il devint immense, car en sa qualité d'Espagnol, il était catholique fervent et devait, en vertu de l'inflexible logique des passionnés, aboutir aux plus inconcevables projets. Il ne nous en dit rien, à nous, plongés qu'il était dans d'ineffables délices, avec des abattements quelquefois cependant qui nous faisaient peur. Il était d'ailleurs beaucoup moins avec nous, et il y avait 15 jours au moins que nous ne l'avions vu quand Marcel, son plus cher ami et moi, nous reçûmes une lettre de son frère nous priant de le venir voir au plus tôt. Celui-ci était très ému quand il reçut notre visite, et sa voix tremblait quand il nous dit « Messieurs, vous savez ce que Fernando veut faire ?» « Non, monsieur, » lui répondîmes-nous très sincèrement. « Eh bien, il veut épouser cette... » Les larmes étouffèrent sa parole, et nous étions nous-mêmes atterrés. « Nous l'en empêcherons bien, nous écriâmes-nous en même temps, Marcel et moi. » Mais lui sur un ton de résignation qui faisait mal. « Non, vous ne l'en empêcherez pas, ni moi non plus. Ce serait risqué de le pousser à quelque résolution fatale à sa vie. Vous ne le voulez pas, et je n'en ai pas le droit. J'ai charge d'âme. Depuis hier qu'il m'a dit sa résolution, j'ai passé des heures épouvantables, mais mon parti est pris. C'est une chose affreuse, mais qui vaut mieux qu'un remords éternel. Il l'emmènera en Espagne, où nul ne la connaîtra, dans un pays où ses façons ne choqueront personne, parce que les mœurs françaises y sont mal connues. Elle portera son nom, le nom de notre Père. Et le malheureux s'arrêta encore. Mais il reprit bientôt. Je vous ai fait venir, messieurs, pour vous demander un singulier service. Vous connaissez cette personne, et vous devez comprendre que le courage me manque pour aller lui parler de cela. Il faut cependant savoir si elle consent à renoncer à la vie misérable qu'elle mène, et quelles sont ses intentions, une fois instruite du consentement que je donne à ce malheur. Veuillez vous rendre tous deux auprès d'elle, et m'en instruire ensuite. Nous fîmes un signe de tête, n'ayant pas la force de parler devant l'inattendu de cette proposition. « Au revoir, fit-il, et nous serrant fiévreusement la main, il rentra à pas précipités dans son cabinet de travail. Ainsi, nous étions chargés d'une demande en mariage en règle. Et où, grand Dieu, et à qui? Quand nous sonnâmes au lieu d'écrier, il pouvait être 3 heures. On nous introduisit dans un grand salon obscur et nous demandâmes celle à qui nous avions à parler. Un instant après, des pas légers dans l'escalier, elle apparut dans le déshabillé réglementaire, avec le sourire de rigueur sur les lèvres et la fausse gaieté commandée dans les yeux. Mais en nous apercevant, elle devint très pâle. « Vous venez de la part de Fernando ?» dit-elle, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, mademoiselle, » lui répondîmes-nous en nous inclinant. Car tout ce que notre démarche pouvait avoir de grotesque ayant disparu pour nous dans l'extraordinaire gravité de ces résultats possibles, nous avions pris l'attitude correcte de parents délégués pour demander une main. Nous étions, Dieu me damne, tout de noir vêtus, avec des gants, ce qui était un comble en ce temps-là. « Alors, attendez-moi un instant, » fit-elle, et devenue grave elle-même, plus grave que nous, elle se retira vivement. Quand elle revint un quart d'heure après, elle était très décemment vêtue d'une robe noire et le fard avait disparu de son visage, dont l'expression avait absolument changé. Elle nous dit « Parlez. »
et s'asseyant, elle croisa ses deux mains sur un de ses genoux, comme la Sappho de Pradier, impénétrable dans sa pensée, muette et comme abîmée dans d'obscures méditations. Et nous avions achevé de lui dire l'objet de notre mission, qu'elle demeurait dans la même attitude, toujours silencieuse, sans avoir trahi une seule impression de surprise ou de plaisir. Étonnés nous-mêmes, nous lui parlâmes alors de l'amour profond que Fernando avait pour elle, de tout ce qu'il avait souffert, de sa vie tout entière, vie si noble et si pure dont il lui confiait le fragile bonheur. Elle continua de nous écouter sans nous répondre, mais des larmes coulaient sur la soie de son corsage et jusque sur ses mains enlacées. Et comme nous avions épuisé le sujet inépuisable pourtant de la passion que notre malheureuse amie lui avait vouée, et que muette toujours, elle n'avait pas même relevé les yeux vers nous. « Mais enfin, lui dis-je, vous savez qu'on craint qu'il n'attende à ses jours, tant il est anxieux et désespéré. Que devons-nous lui répondre ?» Alors elle se leva, nous regarda bien en face, et laissa lentement tomber ces paroles de sa bouche. « Vous lui répondrez qu'il vaut mieux se tuer que d'épouser une femme comme moi. » Et simplement, mais d'un mouvement dont je n'oublierai jamais la grandeur tragique, elle nous salua et disparut, nous laissant sous une des émotions les plus vraies que nous ayons jamais ressenties. Car un moment, elle avait été plus chastement belle que toutes les madones. Une heure après, elle avait quitté la maison sans qu'on pût savoir où elle allait. Il y a quelques jours, Marcel et moi nous nous rappelions longuement cette aventure. « Qu'en penses-tu aujourd'hui » me demanda-t-il. « Je pense, lui répondis-je, que beaucoup sont morts pour des femmes qui ne valaient pas celle-là. » Le serment d'un amoureux n'est pas plus valable que la parole d'un cabaretier. L'un et l'autre se portent garants de faux contes. Écrit William Shakespeare. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 mai et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux jeunes gens follement épris l'un de l'autre et qui se font le serment de s'aimer toujours et de ne jamais plus se séparer. Or le destin va se charger de tester leurs promesses. C'est un conte d'Alexandre Dumas intitulé « La fée des eaux ». Vers les 3 heures, nous nous remîmes en route et descendîmes d'Eberstein par Stauffenberg. Là était aussi autrefois un magnifique château dont on voit encore quelques restes. Mais après la mort du dernier comte, personne n'osant plus l'habiter, parce qu'il était hanté, disait-on, par des fantômes, le château tomba en ruine. Voici l'aventure qui donna lieu à cette croyance encore si vivante aujourd'hui, qu'après une certaine heure, les habitants de la vallée de la Murgue aiment mieux faire un détour d'une demi-lieue que de passer près de ces ruines. Pierre de Stauffenberg était le dernier des comtes de ce nom. Mais quoique le dernier, la race ne promettait pas de s'éteindre en lui, car c'était un beau jeune homme, plein de jeunesse et de force, et l'un des plus braves chevaliers de toute la région. Mais comme pour le moment tout était tranquille dans les terres de l'Empire, Pierre avait déposé le casque et la cuirasse, et ne pouvant faire la guerre aux hommes, il la faisait aux sangliers et aux daims de la vallée de la Murgue. Lorsqu'un soir, après une chasse longue et fatigante, accablé de chaleur et de soif, il se souvint d'une charmante fontaine à laquelle plusieurs fois il s'était désaltéré. La fontaine ne devant pas être éloignée de l'endroit où il se trouvait, il mit son cheval au galop, et bientôt, entendant le murmure de l'eau, il sauta à bas de son cheval, et l'attachant à un arbre de la route, il entra à pied dans la forêt. À peine eut-il fait quelques pas qu'il aperçut la fontaine qu'il cherchait, plus fraîche et plus délicieuse encore qu'il ne l'avait jamais vue, car c'était à cette heure charmante du soir où la rosée tombe sur la terre et où la vapeur monte au ciel. Mais cette fois, la fontaine n'était pas solitaire comme d'habitude. Une charmante jeune fille était couchée sur sa rive, le bout de ses petits pieds pendant dans la source, soutenant avec sa main sa tête couronnée de fleurs et regardant mélancoliquement couler l'eau. Au premier coup d'œil, Pierre de Stauffenberg s'arrêta, croyant que c'était une vision qu'il avait devant les yeux, car il n'avait jamais rien rencontré de pareil sur la terre.
Mais au bruit qu'il fit, la jeune fille leva les yeux et prenant près d'elle un coquillage qui semblait pétri d'argent et d'azur, elle le remplit d'eau et le présenta au chevalier qui, en la regardant, avait tout oublié, chaleur, fatigue et soif. Le chevalier, en buvant, leva la tête, mais lorsqu'il baissa les yeux et les reporta vers l'endroit où était la jeune fille, il ne vit plus rien. À la place même où elle était, l'herbe ne paraissait pas foulée, et les fleurs les plus frêles étaient debout sur leurs tiges pleines de fraîcheur et toutes humides de rosée. Il lui sembla seulement voir l'eau agitée se calmer peu à peu, comme si la belle inconnue s'était laissée glisser dans la fontaine. Mais lorsque l'eau fut calmée, il ne resta plus aucune trace de sa présence, et s'il n'y avait le beau coquillage d'azur et d'argent qu'il tenait à la main, le chevalier aurait cru qu'il avait fait un songe. Peut-être serait-il resté là toute la nuit, espérant qu'elle reviendrait, s'il n'eût entendu le cor de ses piqueurs, et si son cheval, en hennissant, ne les eût guidés vers l'endroit où il était. Mais craignant qu'une si grande suite n'effrayât la jeune fille et ne l'empêchât de revenir, non seulement ce soir-là, mais les autres jours, il sortit vivement de la forêt, ordonna que personne n'allât boire à la fontaine, et reprit avec toute sa suite le chemin de son château. Le lendemain, le comte ne voulut boire que dans sa belle coupe de nacre. Mais quoique son vin fût des meilleurs crus du Rhin et de la Moselle, il était loin de lui paraître aussi bon que cette eau pure de la source que lui avait présentée la belle inconnue. Aussi le soir, à la même heure, Pierre de Stauffenberg sortit seul de son château et s'achemina vers la fontaine. Il vit la jeune fille couchée qui, en l'apercevant, le salua d'un doux sourire. Sa joie fut grande, car la veille elle était disparue sans lui donner aucune espérance de retour. L'inconnu lui fit signe de s'asseoir près d'elle, comme si elle l'eût attendu. Alors le comte lui demanda quel était son nom et sa demeure. « Je m'appelle Ondine, » répondit la jeune fille, « et je demeure près d'ici. Souvent je vous ai vu venir vous désaltérer à cette fontaine, et voilà comment je vous connais. » Ils causaient ainsi depuis une demi-heure lorsqu'un chevreuil, qui sans doute venait pour se désaltérer à sa source favorite, fit quelque bruit. Le chevalier, craignant que ce ne fût quelqu'un discret, se tourna du côté où était venu le bruit. Mais lorsque rassuré sur sa cause, il voulut reprendre sa conversation avec Ondine, Ondine avait disparu, et comme la veille, l'eau bouillonnante lui indiqua que c'était de ce côté qu'elle avait fui. Comme la veille, le chevalier resta encore longtemps à attendre, mais rien ne reparut, et comme la veille, au bout d'un certain temps, il fut forcé de s'en aller. Cependant, il ne voulut pas quitter la fontaine sans boire une seconde fois de cette eau qui lui avait paru si savoureuse la première. Et comme il n'avait point là sa belle coupe, il se coucha sur la rive et approcha sa tête de la surface de l'eau. Mais au lieu de voir son portrait répété dans le miroir de la fontaine, il lui sembla que c'était l'image d'Ondine qui venait au-devant de lui. Et lorsque sa bouche toucha à l'eau, au lieu du contact humide qui l'attendait, il sentit l'impression frémissante de 2 lèvres. Pierre de Stauffenberg poussa un soupir d'amour qui semblait sortir du fond de la source répondit au sien. Les amants avaient échangé leur premier baiser. Pierre de Stauffenberg revint au château presque fou de bonheur. De toute la nuit, il ne put dormir. Il avait sans cesse sur les lèvres l'impression de cet ardent baiser, et il se reprochait de n'avoir pas poursuivi Ondine jusqu'au fond de sa retraite. Puis pour le soir, il faisait 1000 projets plus insensés les uns que les autres. À chaque instant, il regardait le soleil, car le soir n'arrivait pas. Le soir vint enfin, mais bien avant l'heure où il avait l'habitude de rencontrer Ondine, Pierre de Stauffenberg était auprès de la fontaine. Mais la fontaine était solitaire, et le pauvre chevalier se désespérait, lorsque tout à coup, il crut entendre un doux chant qui sortait du fond de l'eau, et parmi les fleurs qui couvraient le cours du ruisseau, il vit apparaître la blonde tête d'Ondine. Elle arriva au bord, chose étrange, sans que l'eau qui roulait sur elle en grosses gouttes pareilles à des perles parût mouiller ni ses cheveux, ni ses vêtements.
Arrivée près du chevalier, elle s'assit comme elle avait fait la veille. Pierre se mit à genoux devant elle, lui prit les mains et la regarda si tendrement qu'il n'y avait point à se tromper au sentiment qu'elle lui inspirait. Ondine sourit, puis après un moment de silence pendant lequel elle le regarda avec la même tendresse. « Oui, vous m'aimez, lui dit-elle, car quoique vous gardiez le silence, je lis dans votre cœur. Et moi aussi, je vous aime. Une fille des hommes vous eût fait attendre cet aveu, et peut-être eussé-je bien fait d'agir comme une fille des hommes. Mais vous l'avez vu, je suis d'une autre nature que la vôtre, et transparente comme le palais de cristal que j'habite, je ne sais rien cacher. Oh, que je suis heureux, s'écria le chevalier, car moi je vous aime plus que je ne puis dire, et cela depuis le premier jour que je vous ai vu, et cela pour toujours. Pour toujours, murmura Ondine. Faites attention à ce que vous dites, car nous autres fées des eaux, nous n'accordons notre amour qu'avec notre main, et notre main qu'avec notre amour. Et comme nous sommes immortels, le serment que nous faisons nous lie pour l'éternité. En sera-t-il de même de vous? Je ne puis m'engager que pour ma vie, répondit le chevalier. Mais tant que durera ma vie, je vous aimerai. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Demanda Ondine. Ne faites point d'imprudentes promesses ou n'engagez pas votre foi, ou que votre foi soit pure comme le cristal de cette eau, ferme comme l'acier de votre épée. Songez que la peine que vous me feriez ne serait point une peine momentanée comme les peines de la terre, mais une douleur éternelle comme les douleurs de l'enfer. Alors le chevalier étendit la main sur la croix de son épée. « Aussi vrai, lui dit-il, qu'il m'est impossible de vivre sans vous. Aussi vrai, il m'est impossible de vous être infidèle. Je puis mourir, mais cesser de vous aimer, jamais. Alors, je suis à vous, répondit Ondine. Fixez vous-même le jour de nos noces, et demain vous trouverez en vous réveillant la dot de votre fiancé. Demain, s'écria le chevalier. Pourquoi retarder d'un jour le jour où nous serons heureux? Demain, dit Ondine, car j'ai autant de désir d'être à vous que vous d'être à moi. Songez seulement cette nuit à l'engagement que vous avez pris. Demain matin, il sera temps encore de dégager votre parole. Demain soir, nous serons unis pour toujours. Oh, que ne suis-je déjà à demain soir? S'écria le chevalier en serrant Ondine sur sa poitrine. Mais elle, se dégageant de ses bras, se releva tout debout, puis s'inclinant comme une fleur que le vent courbe, elle déposa sur les lèvres du chevalier un baiser 1000 fois plus doux que celui de la veille. Et marchant de nouveau sur les larges feuilles jusqu'à ce qu'elle fût arrivée à l'endroit où la source était la plus profonde, elle s'enfonça lentement, en saluant le chevalier du sourire et de la main, et disparut sous les eaux. Le lendemain, en s'éveillant, le chevalier trouva sur la table qui était au milieu de la chambre à coucher 3 corbeilles, l'une pleine d'ambre, l'autre pleine de corail, la troisième pleine de perles. Ondine avait accompli sa promesse, c'était la dot de l'épouse. Mais nul ne peut dire qui les avait apportées là. Le chevalier sauta en bas de son lit et s'habilla à la hâte. À peine avait-il achevé sa toilette qu'on lui annonça qu'un cortège de jeunes filles s'avançait vers le château. Il courut à sa fenêtre et reconnut Ondine qui s'approchait avec une suite de reines. C'étaient les nymphes des eaux qui lui étaient soumises. Elles étaient toutes vêtues comme elle, couronnées des mêmes fleurs qu'elle. Et cependant, au premier coup d'œil, on reconnaissait la reine.
Pierre de Stauffenberg courut au-devant d'elle, et comme la veille au soir il avait prévenu le chapelain, il voulait la conduire droit à l'église. Mais Ondine demanda à lui parler une dernière fois encore auparavant, et le chevalier la conduisit dans un cabinet. Là, se voyant seul à seul avec lui, Ondine le regarda fixement, et lisant dans ses yeux les mêmes promesses d'amour. « Avez-vous bien réfléchi ?» lui dit-elle. « Je ne sais pas si j'ai réfléchi, répondit le chevalier. Je sais que je n'ai pensé qu'à vous, que je n'aime que vous, que je n'aimerai que vous. Songez encore une fois à ce que vous venez de promettre et à ce que vous allez faire. Car si jamais votre cœur se refroidit pour moi ou s'échauffe pour une autre, si d'une façon ou d'autre enfin vous deveniez infidèle, si loin que vous seriez du lieu où je serai, vous seriez perdu, et vous auriez un signe de votre mort prochaine. Ce signe serait l'apparition de ce pied que voilà. C'est la seule et dernière partie que vous verriez de celle à qui vous avez promis de l'aimer toujours. » Le chevalier tomba à genoux et baisant ce pied si joli qu'il était impossible de croire qu'il devint jamais un signe sinistre, il renouvela le serment d'aimer Ondine jusqu'à la mort. Ondine ne demandait pas mieux que de croire. Elle fut donc facilement persuadée, et le même jour, l'aumônier du château unit les deux amants. Leur bonheur fut grand, et pendant 1 an, ce bonheur, au lieu de diminuer, ne fit que s'accroître, car au bout de 9 mois, Ondine accoucha d'un fils beau comme sa mère. Mais cette année écoulée, Louis de Bavière, qui à la sollicitation d'Édouard III d'Angleterre avait déclaré la guerre à Philippe de Valois, fit un appel à tous les chevaliers qui relevaient de lui. Et comme Pierre de Stauffenberg était un des plus puissants, et surtout un des plus braves, on devine qu'il fut compris dans cet appel. Ondine vit venir le moment d'une séparation avec terreur, et cependant, elle était trop jalouse de la gloire de son mari pour le retenir auprès d'elle. Aussi fut-elle la première à lui inspirer le courage qui lui manquait. Seulement, en son nom et au nom de son fils, elle lui rappela son serment et les risques qu'il y avait pour lui à y manquer. Tout ce que le cœur peut inventer de tendres promesses, Pierre de Stauffenberg les fit, si bien qu'Ondine le vit partir, sinon consolée, du moins confiante. Une seconde année s'écoula pendant laquelle Pierre de Stauffenberg fit force beaux faits d'armes, et pendant laquelle le duc de Brabant donna de magnifiques fêtes à toute la cour d'Angleterre qui était venue à Bruxelles. Le duc de Brabant n'avait point de fils, mais seulement une fille, de sorte que pour assurer son duché dans sa famille, il lui fallait un gendre vaillant de cœur et fort d'esprit. À son courage, il avait distingué Pierre de Stauffenberg, de sorte qu'un jour, ayant fait venir le jeune chevalier, il s'ouvrit franchement à lui et lui offrit la main de sa fille et la survivance de son duché. Pierre le remercia du grand honneur qu'il voulait bien lui faire, mais il avoua qu'il était marié et lui raconta à qui et comment. Le vieux duc alors secoua la tête. Non pas qu'il doutât de la chose, il savait qu'un homme comme Pierre était incapable de mentir, mais parce que la chose lui paraissait diabolique. Puis après un instant de silence pendant lequel cette croyance ne fit que s'affermir dans son esprit. « Croyez-moi, mon jeune ami, lui dit-il, vous n'êtes point tenu par une pareille promesse. Et il y a quelque magie là-dessous. » 2 ans auparavant, Pierre de Stauffenberg eut répondu que la seule magie qui existât était l'amour. Mais 2 ans s'étaient écoulés depuis son mariage, 1 an de possession, 1 an d'absence. Il lui sembla que le vieux duc pourrait bien avoir raison. Cependant, il répondit au duc de Brabant qu'au fond du cœur il partageait ses doutes, mais qu'il ne s'en croyait pas moins engagé par le serment qu'il avait fait. Alors le duc lui proposa de recourir aux lumières de monseigneur l'archevêque de Cologne, qui était un grand clerc en matière pareille, et Pierre de Stauffenberg, chez lequel sa nouvelle ambition grandissait d'heure en heure
aux dépens de son ancien amour, consentit à accepter son arbitrage et promit de s'en rapporter à lui. Comme on le pense bien, Monseigneur fut de l'avis du duc de Brabant, et il ajouta même que de pareilles alliances étaient réprouvées par l'Église et que c'était faire une œuvre méritoire que de la rompre. En face de pareilles autorités, Pierre de Stauffenberg, déjà poussé par son secret désir, ne trouva plus d'objection à faire. Les fiançailles furent célébrées et le mariage fixé à huitaine. La veille du jour où le mariage devait avoir lieu, un des vassaux de Pierre de Stauffenberg demanda à parler à son maître. Il venait lui annoncer que 7 jours auparavant, sa femme avait disparu emportant son enfant. Le chevalier calcula les dates. Le moment de la disparition d'Ondine correspondait minute par minute à l'heure des fiançailles de Pierre. Pierre n'en demeura que plus convaincu que son premier mariage n'était qu'une œuvre magique, et qu'il avait été le jouet de quelques démons qui avaient pris la ressemblance d'une femme pour le faire tomber dans le piège. Le peu de remords qu'il ressentait au fond du cœur s'en effaça, et il se prépara joyeusement à la cérémonie du lendemain. Le grand jour arriva enfin. La bénédiction nuptiale fut donnée aux nouveaux époux par Monseigneur Valram, puis l'on revint à une campagne voisine où le dîner était préparé. Après le dîner, les nouveaux époux devaient se rendre à un magnifique château situé entre Louvain et Malines et qui était un don que le duc de Brabant faisait aux nouveaux époux. On était au dessert, les meilleurs vins du Rhin circulaient dans les plus grandes coupes qu'on eût pu trouver. Tout le monde était joyeux et content. Pierre de Stauffenberg semblait partager la gaieté générale lorsque tout à coup ses yeux se fixèrent sur la portion de la muraille qui était en face de lui. Un pied, si joli et si mignon que ce ne pouvait être qu'un pied de femme, sortait de la paroi sans qu'on pût voir aucune autre partie du corps de celle à qui il appartenait. Pierre se rappela la prédiction d'Ondine et la menace qui s'y rattachait. Si brave qu'il fût, ses cheveux se dressèrent sur sa tête et une sueur froide lui tomba du front, car le danger dont il était menacé était un danger inconnu et invisible, un danger auquel il ne pouvait faire face, et par conséquent qui devait l'intimider si brave qu'il fût. La vision dura quelques minutes, pendant lesquelles les yeux de Stauffenberg demeurèrent constamment fixés sur la muraille, puis elle disparut. Mais quelle que fût l'impression morale produite sur le chevalier, il avait assez de puissance sur lui-même pour la dérober à tous les yeux. Personne ne s'aperçut donc du souci où son esprit était tombé. On plaisanta seulement sur ce qu'il cessait de manger et de boire, mais il répondit avec tant d'à-propos et de gaieté que personne n'y fit plus attention. L'heure de quitter la table arriva. Le château où devaient se rendre les nouveaux époux était situé à 2 lieues à peu près de la maison de campagne où avait eu lieu le dîner. Vers les 11 heures, chacun se leva de table et les convives montant à cheval résolurent de conduire les 2 jeunes gens jusqu'à leur demeure. Le cortège se mit en route. La nuit était sombre et à peine y voyait-on assez clair pour suivre le chemin mal tracé qui conduisait au château, lorsqu'en passant près d'une ruine, quelque chose comme une ombre se dressa devant le cheval de Pierre de Stauffenberg, qui, effrayé de cette apparition, fit un écart et s'emporta. Mais comme on savait le jeune comte excellent cavalier, chacun ne fit que rire du caprice de sa monture, et on continua d'avancer, certain qu'il ne tarderait pas à rejoindre le cortège après avoir mis son cheval à la raison. Mais il n'en fut pas ainsi. Il semblait que le cheval du comte avait un démon dans le corps. Aussi, ne fût-ce qu'après une demi-heure qu'il s'arrêta. Le chevalier alors essaya de s'orienter. Ce n'était pas chose facile, car ainsi que nous l'avons dit, il faisait nuit obscure. Mais au bout d'un instant, il vit tout à coup à l'horizon s'illuminer les fenêtres d'un château. Et il ne douta point que ce ne fût celui où il devait se rendre et où sans doute s'était rendu avant lui le reste de la noce. Il prit aussitôt son chemin à travers terre
et à mesure qu'il approcha, il reconnut qu'il avait deviné juste. Il n'en était plus qu'à quelques centaines de pas lorsqu'il se trouva sur les bords d'une petite rivière. Le chevalier tourna les yeux de tous côtés pour chercher un pont. Mais voyant qu'il ne trouvait point ce qu'il cherchait, il en augura que la rivière était guéable, et y poussa son cheval. Mais à peine Pierre de Stauffenberg fut-il au milieu du courant que la même ombre qui avait déjà effrayé son cheval sortit de l'eau et se dressa de nouveau devant lui. À cette vue, le cheval se cabra, renversa son maître dans la rivière, gagna le rivage et s'élança vers le château en hennissant de frayeur. Et ce qui arriva du chevalier, nul n'en sut rien. Car quoique le lendemain la trace des pieds du cheval conduisit directement à l'endroit où il était tombé, et que cet endroit eût été connu jusqu'alors pour n'avoir que 2 ou 3 pieds de profondeur, il s'y était tout à coup creusé un gouffre dont encore aujourd'hui il est impossible de trouver le fond. Quant au château de Stauffenberg, comme il ne put jamais être prouvé que le comte était mort, puisqu'on n'avait point retrouvé son cadavre, l'empereur ne jugea pas qu'il pût en disposer, si bien qu'à partir de ce moment, le château tomba en ruine. Ce sont ces ruines qui, au dire des paysans, sont hantées par Ondine et par son fils. L'histoire du soir. Imagine-toi qu'au temps jadis, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noireau, courteau, gros comme une botte, qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche, mais pas ramasser des choses avec. Or il y avait un éléphant tout neuf, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité. Cela veut dire qu'il faisait toujours un tas de questions. Et il demeurait en Afrique, et il remplissait toute l'Afrique de ses insatiables curiosités. Il demanda à sa grande-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa grande-tante l'autruche le cogna de sa dure patte. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges, et son gros-oncle l'hippopotame le cogna de son gros pied. Il demanda à sa maigre tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa maigre tante la girafe le cogna de son dur sabot. Et il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu le babouin le cogna du revers de sa main poilue. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait et touchait, et tous ses oncles et tantes le cognaient, ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant fit une question qu'il n'avait jamais faite encore. Il demanda : « Qu'est-ce que le crocodile mange pour dîner ?» Là-dessus, tout le monde lui mit une déculottée. Un peu plus tard, il tomba sur l'oiseau Colo-Colo perché dans un buisson d'épines. Et il dit : « Mon père m'a cogné et ma mère m'a cogné. Tous mes oncles et tantes m'ont cogné de même pour mon insatiable curiosité. N'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner. » Alors l'oiseau Colo-Colo dit avec un cri lamentable : « Va sur les rives du grand fleuve Limpopo. Il est comme de l'huile, gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Cherche là. » Dès le matin suivant, comme il ne restait plus rien des équinoxes, cet insatiable enfant d'éléphant prit 100 livres de bananes, de la petite espèce courte et rouge, 100 livres de canne à sucre, de la longue espèce violette, et 17 melons de l'espèce verte craquelée, et dit à tous les siens : « Au revoir. Je vais au grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris-vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner. » Et tous le cognèrent en chœur, une fois de plus, pour lui porter chance, bien qu'il les priât le plus poliment du monde de n'en rien faire. Puis il s'en alla, un peu congestionné mais pas étonné du tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley,
et de Kimberley au pays de Kama. Et du pays de Kama, il marcha au nord-est, mangeant des melons tout le temps, jusqu'à ce qu'à la fin il arrivât aux berges du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, exactement comme avait dit l'oiseau Colo-Colo. Or il te faut savoir et comprendre bien que jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, cet insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile, ni ne savait comment c'était fait. Tout ça, c'était son insatiable curiosité. La première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher. « Excusez-moi, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse. « Mais auriez-vous vu rien qui ressemble à un crocodile dans ces parages circonvoisins ?»« Si j'ai vu un crocodile, » s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris écrasant. « Qu'est-ce que vous allez me demander encore après cela ?»« Excusez-moi, » dit l'enfant d'éléphant, « mais auriez-vous la bonté de me dire ce qu'il mange pour dîner ?» Là-dessus, le serpent python bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et cogna l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouettante queue. « C'est drôle, » dit l'enfant d'éléphant, « car mon père et ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe, ont cogné tous pour mon insatiable curiosité, et je pense qu'ici, c'est la même chose. » De sorte qu'il prit congé avec la plus grande politesse du serpent python bicolore du rocher, après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher, puis continua un peu congestionné mais pas étonné du tout, mangeant des melons dont il semait l'écorce, parce qu'il ne pouvait pas la ramasser, jusqu'à ce qu'il posât le pied sur ce qu'il prit pour une souche au bord même du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre. Mais c'était bel et bien le crocodile, et le crocodile cligna d'un œil comme ceci. « Excusez-moi, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse, « mais vous serait-il arrivé de voir un crocodile dans ces parages circonvoisins ?» Là-dessus, le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de la vase, et l'enfant d'éléphant se recula avec la plus grande politesse, car il n'avait pas envie d'être cogné de nouveau. « Viens ça, petit, » dit le crocodile. « Pourquoi fais-tu de ces questions-là ?»« Excusez-moi, » dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse. « Mais mon père m'a cogné, ma mère m'a cogné, sans parler de ma grande-tante l'autruche, de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe, qui rue si fort, ni de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent python bicolore de rocher, à l'écailleuse et fouettante queue, là-bas au tournant de la berge, qui cogne plus fort que tout le monde. C'est pourquoi, si cela ne vous faisait rien, j'aimerais mieux ne plus être cogné pour aujourd'hui. »« Viens ça, petit, » dit le crocodile, « car le crocodile, c'est moi. » Et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai. Alors l'enfant d'éléphant en eut la laine coupée, et tout soufflant, s'agenouilla sur la berge et dit « Vous êtes la personne même que je cherche depuis de si longs jours. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous mangez pour dîner ?»« Viens ça, petit, » dit le crocodile, « et je vais te le dire à l'oreille. » Alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile, et le crocodile le happa par son petit nez, lequel, jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure et cette minute-là, n'était pas plus grand qu'une botte. « Je crois, » dit le crocodile, et il dit cela entre ses dents, « je crois qu'aujourd'hui je commencerai par de l'enfant d'éléphant. » À ces mots, l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé, et il dit en parlant du nez comme ceci, « Laissez-moi aller, vous me faites mal. » Alors, le serpent python bicolore de rocher descendit la berge d'Ardard et dit « Mon jeune ami, si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ, aussi fort que vous pouvez, j'ai grande peur que ce vieil ulster de cuir à grands carreaux vous précipite en ce courant limpide. En moins de temps,
qu'il n'en faut pour dire ouf. Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira encore, tant et si bien que son nez commença de s'allonger. Et le crocodile s'aplatit dans l'eau qu'à grands coups de queue il fouettait comme de la crème, et lui aussi tira. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger, et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses 4 petites pattes, et tira encore, et son nez continuait toujours à s'allonger. Puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser, et il dit en parlant du nez, ce nez qui avait maintenant près de 5 pieds de long: c'est trop, je ne tiens plus. Alors le serpent python bicolore de rocher descendit sur la berge et se noua en 2 demi-clés autour des jambes de derrière de l'enfant d'éléphant, aidé. Voyageurs téméraires et dépourvus d'expérience, nous allons maintenant donner pour de bon un peu de haute pression, parce qu'autrement, j'ai dans l'idée que ce cuirassé à hélice et pont blindé que voilà va compromettre irréparablement votre brillant avenir. Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent python bicolore de rocher tirèrent le plus fort, et à la fin le crocodile lâcha le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qu'on entendit du haut en bas du fleuve. Alors l'enfant d'éléphant s'assit raide et dur, mais il commença par dire merci au serpent python bicolore de rocher, et fut gentil ensuite pour son pauvre nez qui l'enveloppa tout du long d'une compresse de feuilles de bananier fraîches et laissa pendre au frais dans le grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile gris et vert. « Pourquoi faites-vous ça ?» dit le serpent python bicolore de rocher. « Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez est vilainement déformé et j'attends qu'il reprenne son galbe. »« Alors tu attendras longtemps, dit le serpent python bicolore de rocher. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur. » L'enfant d'éléphant resta là 3 jours assis, attendant que son nez diminue. Mais ce nez ne diminuait pas, et même il le faisait loucher. Car tu as saisi et compris que le crocodile, à force de tirer, en avait fait bel et bien une trompe, telle que tous les éléphants portent aujourd'hui. Vers la fin du 3e jour, une mouche vint qui le piqua sur l'épaule. Et avant de savoir ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua cette mouche. « Avantage numéro 1, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. » Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes, en épousta les racines contre ses jambes de devant et se le tassa dans la bouche. « Avantage numéro 2, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ? » « C'est vrai, dit l'enfant d'éléphant. Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête, où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles. « Avantage numéro 3, dit le serpent python bicolore de rocher. Tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez. Maintenant, si on te cognait, qu'est-ce que tu dirais ? » « Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais cela ne me plairait pas du tout. »« Qu'est-ce que ça te dirait de cogner quelqu'un ? Dit le serpent python bicolore de rocher. »« Ma foi, cela ne me plairait pas beaucoup, dit l'enfant d'éléphant. »« Eh bien, dit le serpent python bicolore de rocher, tu trouveras ce nouveau nez que tu as là fort utile pour te défendre. » « Merci, dit l'enfant d'éléphant. Je m'en souviendrai. Et maintenant, je crois que je vais rentrer à la maison, rejoindre mon excellente famille. » C'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folâtrant avec sa trompe. Quand il voulait manger des fruits, il les cueillait à l'arbre, au lieu d'attendre qu'ils tombent comme il faisait auparavant.
Quand il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol au lieu de se traîner sur les genoux comme il faisait auparavant. Quand les mouches le piquaient, il cassait une branche d'arbre et s'en servait en guise de chasse-mouches. Et il se collait une casquette de boue neuve, fraîche et dégoulinante, lorsque le soleil tapait. Quand il s'ennuyait de marcher seul à travers l'Afrique, il se chantait des airs dans sa trompe et ça faisait du bruit comme plusieurs fanfares. Par un soir tout noir, il rejoignit son excellente famille et sa trompe roulée, il dit « Comment vous portez-vous » Ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent « Viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité. » « Je ne crois pas, dit l'enfant d'éléphant. Mes braves gens, vous n'y connaissez rien pour la chose de cogner. Quant à moi, c'est différent. Vous allez voir. » Alors il déroula sa trompe et jeta 2 de ses parents cul par-dessus tête. « Sac à banane, dirent-ils. Où as-tu appris ce coup-là et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ?» Le crocodile, qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo, lequel est comme de l'huile et gris vert, m'en a fait cadeau d'un œuf, dit l'enfant d'éléphant. Je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner, et il m'a donné ça comme souvenir. C'est vilain, dit son oncle poilu le babouin. Peut-être, dit l'enfant d'éléphant, mais pourtant c'est commode. Et saisissant son oncle poilu le babouin par une jambe, il le déposa dans un nid d'abeilles. Il arracha à sa grande tante l'autruche les plumes de sa queue. Il prit son autre tante la girafe par une jambe de derrière et la traîna par un buisson d'épines. Il fit des peurs à son oncle l'hippopotame en lui soufflant des bulles dans l'oreille pendant qu'il faisait la sieste dans l'eau. Mais il ne laissa personne toucher à l'oiseau colo-colo. À la fin, cela chauffa tellement que toute sa chère famille partit à la queue leu-leu vers les berges du grand fleuve Limpopo, qui est comme de l'huile, gris vert et tout bordé d'arbres à fièvre, pour faire au crocodile l'emprunt de nouveau-né. Quand ils revinrent, personne ne cogna plus personne, et c'est depuis ce jour-là que tous les éléphants que tu verras, sans parler de tous ceux que tu ne verras pas, ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant. On ne peut rien changer de son destin, écrit le philosophe grec Ésope. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 mai et Somnifère vous emmène ce soir en Grèce, au large de Corfou, où Bertrand, un riche propriétaire de yacht, décide de s'amarrer. Sur l'île, il fait la rencontre de Sylvia, une jeune femme qui l'émeut par sa laideur et sa condition modeste et que personne n'a jamais voulu épouser. Il décide alors de changer sa destinée et de lui faire découvrir l'amour. Mais peut-on réellement vaincre la fatalité ? C'est une histoire de l'autrice Michèle Nicolai intitulée « L'homme qui voulut changer le destin ». La petite île qu'escaladaient les cubes blancs des maisons semblait calcinée sous un soleil de feu. Le long des quais, des barques se pressaient, naïves et sales, hérissées de cordages. À l'ombre des arbres, sur des bancs maçonnés à même les façades, les pêcheurs bavardaient devant de grosses fioles de vin épais et noirs. Au loin, Corfou dormait entre le bleu inhumain du ciel et celui de la mer. Étendu sur le pont, ses jumelles à hauteur des yeux, un homme regardait au-delà des cyprès et des oliviers, au-delà des hôtels trop clairs, vers la Grèce et la côte d'Albanie, invisible dans le flamboiement de cet après-midi d'été. Une sorte de nonchalance ironique émanait de son visage bruni par les soleils des innombrables voyages. Au-dessus d'une bouche jeune et brutale, un nez fier, des yeux profonds, un front au dessin parfait, s'harmonisait avec des cheveux sombres, brillants comme une vague nocturne. Depuis plusieurs semaines, le yacht de Bernard d'Allan effleurait comme un immense oiseau blanc et farouche les îles calmes de l'archipel. Il se leva brusquement, presque irrité par la chaleur trop lourde, et plongea dans l'eau verte. Il nageait d'un crawl nerveux, rapide. Son corps, concentré d'acier, semblait une flèche.
Après une demi-heure, il fit halte dans une crique isolée et, fermant les yeux, s'endormit. Ce fut un bruit de voix féminine qui l'éveilla quelque temps après. L'une d'elles était claire, vibrante, pleine de soleil et de bonheur. L'autre, presque sans timbre. « Tu ne m'en veux pas, Sylvia, disait la première, de t'abandonner alors que tu as tout fait pour moi, alors que tu as été ma mère plus que ma sœur. Tu sais que mon mariage me cause beaucoup de joie. La seule ombre, c'est que nous serons séparés. Andreas m'emmènera loin d'ici. Dans 2 jours, nous nous quitterons. Que deviendras-tu ? Ne t'inquiète pas, Joya. Je vivrai, tout simplement. Depuis 20 ans, tu n'as eu d'autres soucis que moi. Tu te sentiras bien seul. Il faudrait que tu te maries. Sylvia eut un rire triste. Qui voudrait de moi ? Ne parle pas ainsi. Il y eut un silence. Bernard avait un peu honte d'avoir entendu cette conversation qui ne lui était pas destinée. Il regretta presque de connaître aussi bien la langue des 2 étrangères. Il avait été indiscret, il le fut plus encore. Se levant à demi de sa place, il put voir les 2 femmes. La plus jeune ressemblait à sa voix. Brune, bouclée comme un pâtre antique, elle avait un visage mat plein de fossettes et un corps souple qui s'élançait d'un seul jet, comme une plante. À côté d'elle, sa sœur paraissait encore plus terne, avec son corps sans attrait, son visage insignifiant aux pores dilatés. Ses yeux étaient petits, sans éclat. Son destin était d'être sans joie et sans amour. On le lisait sur sa figure. « Allons nous baigner », proposait Joya. Bernard se cacha. Ce ne fut que lorsque les 2 inconnus eurent disparu qu'il se jeta à l'eau à son tour et rejoignit son bateau. Tout le soir, il fut hanté par la fille laide et par son drame. Il se sentait pour la première fois depuis longtemps ému par un autre être que lui-même. Si depuis plus d'1 an il n'avait pas quitté son bateau, c'est qu'il emportait avec lui l'image d'une fille trop belle qui, elle non plus, n'avait pas eu sa part de bonheur. Une maladie subite l'avait enlevé à son amour avant qu'il ait pu en faire sa femme. Ce n'était pas pour fuir la jolie morte qu'il allait d'escale en escale sur la route bleue des mers, mais pour garder en lui son souvenir plus vivace. Le désespoir du début s'apaisait peu à peu. Bientôt, il le savait, il serait de retour parmi les vivants. Le lendemain, un canot le débarqua dans la crique. Il n'avait pas de plan précis, mais il lui semblait qu'il avait une tâche à remplir. Le petit village lui apparut en haut de la côte. Les cloches sonnaient à toute volée. Tous les habitants étaient en costume de fête. Bernard arriva près d'une grande ferme dont les barrières étaient ouvertes. Un vieillard vint à sa rencontre, comme s'il l'avait attendu. « Étranger, venez vous réjouir avec nous. Ici, l'on festoie et l'on danse pour célébrer les noces d'une fille de ce pays. » Bernard connaissait assez l'hospitalité grecque pour ne pas s'étonner de cet accueil. Bientôt, il fut assis à une vaste table où les plats se succédaient. On l'avait placé tout naturellement à la place d'honneur, à côté de la mariée. Sous ses voiles blancs, elle paraissait encore plus éclatante. À chaque instant, elle se penchait vers son mari, un jeune homme bronzé et viril aux yeux sombres et tendres. Ce n'est pas elle que Bernard regardait, mais Sylvia, endimanchée et gauche, qui s'efforçait de rire sans y parvenir. Fermant à demi ses paupières, il imagina sa vie. Il avait appris qu'elle était pauvre et vivait non loin de là dans une cabane. Orpheline de bonheur, elle avait travaillé durement pour élever sa jeune sœur. Celle-ci s'en allait en Ohio avec son jeune époux. Après une suite de jours longs et monotones, elle mourrait sans avoir connu de la vie autre chose que son devoir. Lorsque les violons préludèrent, annonçant le bal en plein air,
ce fut vers elle qu'il se dirigea. Elle regarda étonnée ses lèvres dures qui lui parlaient, ce visage hâlé qui était tout proche, ses yeux de corsaire qui la fixaient. « Je ne sais pas danser, avoua-t-elle. C'est sans importance. Laissez-vous guider. » Elle hésitait. En souriant, il l'enlaça. Elle était légère entre ses bras et rougissante. La danse terminée, il la ramena à sa place et s'assit à côté d'elle. Elle restait silencieuse, fixant sur lui un regard plein d'interrogations. Alors Bernard parla. Il raconta le beau pays dont il venait, les voyages qu'il avait faits. « Vous êtes descendu à Corfou ?» interrogea-t-elle. N'osant parler de son yacht somptueux, il acquiesça. « C'est étrange de vous voir ici, » murmura-t-elle. « Le hasard, je le bénis, puisqu'il m'a permis de vous connaître. »« Moi ? Oh, c'est sans importance, vous m'aurez vite oublié. »« Je ne crois pas. » Elle balbutia quelques mots et s'échappa. Autour d'eux, on les regardait. De belles jeunes filles se dépitaient de voir Bernard s'intéresser justement à celle dont personne ne s'occupait jamais. Il n'en avait cure. Il aurait voulu simplement consoler Sylvia parce que son lot était le plus triste. Il ne fut pas long à la rejoindre et cette fois l'empêcha de s'enfuir. Sous l'effet de sa présence et du verre de raki dans lequel elle avait trempé ses lèvres, elle s'anima un peu. Elle oublia ceux qui l'entouraient. Des chants parvenaient vaguement jusqu'à elle, venus des bosquets où les taches blanches des chemises s'agitaient. Elle parlait à son tour, grisée par la douceur de l'heure. Quelqu'un les interpella. « On va se baigner, suivez-nous. »« Je reste, » annonça Sylvia d'un air décidé. « Je vous tiendrai compagnie, » dit Bernard. « Non, il ne faut pas, » rejoignit les autres. Il mentit. « Je ne sais pas nager. » Un sourire heureux éclata sur le visage de Sylvia. Bernard songeait. Plus jamais il n'aimerait, il en était sûr. Pourquoi ne pas se sacrifier ? Pourquoi ne pas donner à cette jeune fille sans joie un peu de bonheur ? Il pensa l'emmener avec lui, l'épouser. On s'étonnerait sans doute de lui voir cette compagne fruste, mais que lui importait ? Et peut-être s'épanouirait-elle lorsqu'elle croirait à l'amour. Le soir descendait, irréellement rose. Les murs étaient chauds de soleil. Un arbre immense débordait d'un jardin, jetant sur le sentier où ils se tendent une ombre violette. Sylvia s'étonnait de voir Bernard près d'elle. Jamais on ne l'avait regardé ainsi avec un regard presque tendre. La main de Bernard se posa sur son bras. Elle ne résista point. Alors il se décida. L'attirant contre lui, il l'enlaça. Au moment où ses lèvres effleuraient les cheveux de Sylvia, elle se ressaisit et poussa un cri. Mais la bande joyeuse qui remontait la vit repousser brutalement l'étranger et s'enfuir. Bernard restait à la même place. Il vit sur lui des yeux qui le jugeaient sévèrement. Il eut envie de rire. Jamais il n'aurait supposé une fin aussi ridicule à cette aventure. Alors, il s'inclina et partit. Arrivé au bas de la côte, il s'arrêta pour réfléchir. Son cœur était de nouveau plein de pitié pour Sylvia. Il était naturel qu'elle se fût effarouchée, elle qu'aucun homme n'avait désirée. Elle ne pouvait pas comprendre. Bernard résolut de la sauver malgré elle. D'un mouvement preste, il enleva sa veste et ses chaussures. Il y ajouta quelques papiers sans importance et sa montre. Puis il reprit le canot et se dirigea vers son bateau. En retrouvant ses vêtements,
on penserait qu'il s'était suicidé parce que Sylvia l'avait repoussé. Et toute sa vie, elle croirait qu'un homme avait voulu mourir plutôt que de ne pas être aimé d'elle. Quand Bernard fut remonté sur son yacht, il donna l'ordre de lever l'ancre. En regardant s'éloigner les côtes sous la douce clarté lunaire, il réfléchit. Ce qu'il avait fait était trop romanesque, trop absurde. Mais il était trop tard pour rien changer à ses actes. « Laissons faire le destin », dit-il à voix basse. Mais le destin, c'est lui qui venait de le forcer. 5 ans plus tard, le capitaine mouillait non loin de la petite crique aux abords de Corfou. Bernard était sur le pont quand une des invitées le rejoignit, silhouette mince, accordée à la sienne. « Que regardez-vous » lui dit la jeune femme. Tous deux, pendant cette croisière, s'étaient fiancés. « Ici, dit-il, j'ai été malheureux. Je ne savais pas que vous viendriez dans ma vie et que le bonheur frapperait encore une fois à ma porte. Ici, j'ai désiré mourir, et je suis mort en effet. Je ne comprends pas. C'est une histoire étrange. Je ne sais plus maintenant si je dois en être fier ou en rougir. Racontez, insista Dominique. Il parla de Sylvia et de son geste inconsidéré. « Je me demande ce qu'elle est devenue, » dit-il en terminant. « Il ne faut pas chercher à savoir. Partons, je vous en prie. »« Impossible de partir déjà, » répondit-il. « Il y a les autres, ceux qui nous accompagnent et qui se font une fête de descendre à terre. Et puis, pourquoi vous effrayer ainsi ? » ?»« Je ne sais pas. » 1 heure plus tard, ils descendaient ensemble dans la crique. Sur le chemin montant, ils se tenaient amoureusement pressés l'un contre l'autre pour atteindre la côte bordée de cyprès et d'oliviers. Bernard se dirigea vers la cabane de Sylvia. Il n'avait pas l'intention de se montrer, du reste il avait changé, elle ne le reconnaîtrait pas. D'instant en instant, sa compagne se faisait plus grave, sans savoir pourquoi. La porte de l'humble maison était ouverte. Une femme en sortit. Elle était vêtue d'une robe trop longue et déchirée qui traînait derrière elle. Sur sa tête, une couronne de fleurs blanches chancelait. Elle s'approcha des visiteurs, prit sa couronne, la posa sur la tête de Dominique et s'enfuit en riant. Bernard regardait la scène, atterré, incompréhensif. Un paupe qui passait justement juché sur un petit mulet l'interpella avec cette familiarité habituelle dans le pays. « Ne faites pas attention, dit-il, elle est folle. C'est à la suite d'une aventure curieuse qui lui est arrivée. Un jour, un étranger est venu, il l'a aimée. Elle l'a repoussé. L'homme s'est jeté dans la mer. Elle est restée fidèle à son souvenir. Puis un gars du pays l'a demandé en mariage. Elle a refusé. Elle se devait à l'autre. Le gars a eu tant de peine qu'il est parti en mer et n'est jamais revenu. Hantée par l'idée qu'elle était responsable de ses malheurs, elle est devenue telle que vous l'avez vue. » Il s'arrêta. Les deux inconnus se regardaient avec désespoir. Dans les yeux de la jeune femme, il lisait de l'angoisse, du mépris, de la haine. Alors, il expliqua doucement. « Qui sait, elle est peut-être heureuse ainsi. » Nos actes ne sont éphémères qu'en apparence. Leurs répercussions se prolongent parfois pendant des siècles. La vie du présent tisse celle de l'avenir, écrit Gustave Le Bon. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 25 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Elzéar Bouffier, un homme qui vit seul à 1300 mètres d'altitude dans la petite maison en pierre d'un village perdu des Alpes de Haute-Provence. C'est un homme solitaire et silencieux et qui va donner un sens à sa vie de la plus simple des manières en plantant des graines. C'est une jolie histoire de Jean Giono intitulée « L'homme qui plantait des arbres ». Je vous souhaite une excellente nuit
Et maintenant place à notre séance de relaxation. Jean Giono nous décrit dans l'histoire de ce soir le quotidien d'un homme qui n'a plus de famille et vit désormais seul, perché sur sa montagne au milieu de nulle part. La situation peut paraître dramatique au premier abord, mais on découvre au contraire qu'il a appris à accueillir le quotidien d'une autre manière, qu'il a trouvé un certain plaisir à vivre lentement et qu'il a même réussi à changer le monde, et tout cela par sa simple volonté. Les agglomérés, quoique en ruine, comme un vieux nid de guêpe, me firent penser qu'il y avait dû y avoir là dans le temps une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants. Mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde, et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas dans une cabane, mais une vraie maison en pierre où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe, et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leurs camions, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner l'un après l'autre
avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe. Je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale, ou peut-être était-elle propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait un plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà d'ailleurs la reproduction des hêtres et il avait près de sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-on, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol.
nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À vrai dire, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres, et oublié. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole, et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans. Il leur avait fait occuper tous les fonds où il soupçonnait avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas, il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs, et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les villages et dans les administrations une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires.
On imagine bien cependant que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait pendant 1 an planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale, si totale que vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans, il envisageait de construire une cabane de pierre sur les lieux mêmes de ses plantations, ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et des forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose, et heureusement on ne fit rien, sinon la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquai le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en 3, et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'1 heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta : « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection, et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chênes de 1910, mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays,
il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes dernières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Tout était changé, l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient mélangés mais alignés les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire et ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays, je trouve que malgré tout la condition humaine est admirable. Mais quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. Bonne nuit. Bonne nuit.